tous, bienvenue pour ce nouveau dossier consacré cette semaine aux maladies auto-immunes et à la nutrition. Alors pour ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel auteur chez Dynamica, Alice Desnoyers. Bonjour Alice. Bonjour Mathilde, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi-même? Ça va. Bon, bienvenue en tout cas à toi dans la famille Dynamica. On est ravis de te compter parmi nos auteurs et d'avoir toute ton expertise sur le sujet que tu vas nous partager aujourd'hui. Alors, pour te présenter que nos dynamiqueurs, c'est comme ça qu'on se surnomme, les dynamiqueurs, je vais te retracer un petit portrait de ton parcours. Alors, Alice, tu es diététicienne, nutritionniste et tu es spécialisée en psychoneuroimmunologie et coach dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies auto-immunes. Alors, tu as quitté la France en 96 pour poursuivre des études de langue à Barcelone. Tu travaillais comme traductrice indépendante. Et puis, des problèmes de santé t'ont amené à t'intéresser à la santé et plus précisément à la nutrition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, alors merci pour cette présentation. C'est vrai qu'en 2005, j'ai été diagnostiquée d'une hypothyroïdie de Hashimoto, une maladie auto-immune parmi tant d'autres. Et donc, j'étais mise sous traitement substitutif de l'hormone thyroïdienne, la lévothyroxine. Et quand j'ai accouché de ma fille en 2013, les symptômes se sont nettement aggravés. Et j'étais presque en incapacité d'avoir une vie normale. J'étais en arrêt maladie pendant 7 mois. J'avais un petit bébé, c'était vraiment compliqué. J'avais énormément de symptômes qui allaient de la dépression, insomnie, fatigue chronique, douleurs partout, aussi bien musculaires qu'articulaires. Et j'allais voir mes médecins et ils me disaient toujours non, non, tout va très bien, il suffit juste de prendre le médicament et tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Et je sentais que je vrillais complètement et je contrôlais plus rien, je pouvais pas m'occuper de mon bébé. Et j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. En fait, comme le système médical me donnait pas forcément de solutions qui amélioraient mes symptômes, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur Internet en anglais. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup plus d'informations en anglais sur les maladies auto-immunes et comment traiter tous ces symptômes. Donc j'ai réussi à tirer un petit peu sur le fil de la pelote de laine en cherchant des mots-clés comme Hashimoto, nutrition, symptômes. Et je suis tombée sur des blogs, sur des témoignages de rémission d'autres personnes qui étaient atteintes de la même maladie et qui avaient suivi différents protocoles alimentaires et de mode de vie pour gérer au mieux leur maladie auto-immune. Et c'est vrai qu'en français ou en espagnol, il y avait presque rien. Et voilà, j'ai la chance d'avoir fait des études de langue, donc je comprenais bien l'anglais. Et j'ai mis en place un protocole spécifique d'alimentation et de mode de vie qui s'appelle AIP, Autoimmune Protocol. J'ai mis ça en place très rapidement. J'ai changé radicalement mon alimentation et mon mode de vie. Et en quelques mois, j'avais pratiquement plus de symptômes. Toutes mes valeurs biologiques s'étaient normalisées. Et à partir de là, c'est là où j'ai décidé de créer un blog qui s'appelle Episalud, c'est en espagnol, episalud.com, et un groupe de Facebook qui a réuni à une époque pratiquement 6000 personnes, avec des personnes toutes atteintes de maladies auto-immunes comme moi. Et voilà, j'ai voulu partager mon expérience et partager ces connaissances-là et traduire, transmettre toutes ces connaissances à un public espagnol. Je me suis baladée aussi sur les forums en français, mais c'était un peu moins dynamique, donc je suis restée plus sur la communauté hispanophone. Et ensuite, une fois que j'avais bien réduit la plupart de mes symptômes, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille plus loin parce que j'avais vraiment envie de partager tout ça avec d'autres personnes. Et c'est là où j'ai décidé de me mettre à étudier la santé intégrative. J'ai commencé par étudier un master en psychoneuroimmunologie. C'est le master au nom le plus long du monde. Et ça englobe, si tu veux, une étude transversale sur tous les systèmes de la santé qui sont reliés entre eux, aussi bien le système digestif, hormonal, immunitaire, reproducteur, système neurologique. Et donc, on étudie la santé de façon transversale.
Ça, c'était pendant 2 ans, ce master de psychoneuroimmunologie ou santé intégrative, pour que ce soit plus rapide et facile à dire. Et ensuite, j'en avais pas encore assez au niveau des connaissances théoriques. Et c'est là où j'ai décidé d'entreprendre des études universitaires de nutrition via une université espagnole. Donc en Espagne, pour être nutritionniste, il faut suivre des études universitaires pendant 4 ans. C'est ce que j'ai fait. Donc ça fait 2 ans plus 4 ans. Et en parallèle, j'avais participé aussi à un cours online en anglais. C'est organisé par des Américaines sur un programme de coaching spécialisé dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies auto-immunes. Donc, c'est ma formation à la fois théorique et pratique, puisque tout ce que j'ai appris dans ces cours et à l'université, j'ai tâché de l'appliquer sur moi-même, quoi. Oui, tu as démarré en étant ce qu'on appelle une patiente experte. Donc, en ayant fouillé et décortiqué, tiré la pelote de laine, comme tu nous as donné comme l'exemple au démarrage. Et puis, une fois que tu t'es senti mieux, tu as creusé, allé plus loin et tu as vraiment changé de parcours et fait toutes ces études et toutes ces formations que tu nous as partagées là pour venir, voilà, l'experte du sujet, tant théorique que pratique, comme tu nous le disais. Donc là, aujourd'hui, tu te consacres actuellement à accompagner des patients dans une clinique de santé intégrative qui se trouve en Andorre. Tu réalises des consultations en ligne également. Alors, tu t'es vraiment spécialisé dans les patients de maladies auto-immunes, mais tu suis aussi des patients avec des problèmes hormonaux, métaboliques. On peut citer le diabète 2, par exemple. Je crois qu'on en avait un peu parlé. Voilà, donc tu as vraiment une vision évolutive, intégrative et à la fois individualisée, personnalisée, notamment par ton parcours où voilà, tu as bien vu que ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas forcément à l'autre. Donc voilà, c'est ce à quoi tu te consacres aujourd'hui. Donc voilà, comme tu le disais, des connaissances théoriques et des connaissances extrêmement pratiques par ta propre expérience. C'est ça, et je pense que ça me donne un atout du fait que le fait d'être passé par là, d'être passé par tous ces symptômes et d'avoir ma vie complètement chamboulée par cette maladie auto-immune, ça me donne pas mal d'empathie envers mes patients. Je comprends ce par quoi ils sont passés parce que j'y suis passée moi-même. Et avec en plus les connaissances théoriques qui m'expliquent un petit peu pourquoi tous ces symptômes et surtout qu'est-ce que je peux faire pour les traiter au mieux. Donc ouais, c'est un mix intéressant d'être passé par là en tant que patiente et d'être passé de l'autre côté, du côté des professionnels de santé. Et ça me motive énormément. Ouais. Oui. Bah, c'est parfait et on est ravis et on a à cœur d'avoir toutes les informations que tu as à nous partager parce qu'elles sont extrêmement riches. Alors je t'invite à rentrer directement dans le vif du sujet. Je pense que nos dynamiqueurs là ont hâte d'en savoir plus. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce qu'est une maladie auto-immune et comment est-ce qu'elles apparaissent ? D'accord. Alors ça, c'est un sujet très vaste et très complexe et on peut en parler pendant des heures. Et de toute façon, je suis pas immunologue, donc je suis pas spécialisée, mais j'ai une vision d'ensemble. Alors, pour parler avec des mots simples, le système immunitaire, à la base, c'est un système qui est présent dans plusieurs endroits du corps, notamment dans le microbiote et dans plusieurs muqueuses. C'est un système qui nous défend et qui nous protège des agressions aussi bien externes qu'internes. Par exemple, notre système immunitaire nous défend de tous les micro-organismes pathogènes. Tu sais bien que dans notre organisme, on a plein de micro-organismes qui vivent tranquillement parmi nous. Et il y a des micro-organismes qui sont bons, qui sont gentils, qui nous servent pour avoir une bonne santé. Et d'autres micro-organismes qui sont plutôt pathogènes, donc qui nous rendent plus susceptibles à avoir des maladies ou des infections. Donc il faut garder toujours un bon équilibre dans le microbiote et maintenir un système immunitaire fonctionnel. Le système immunitaire, il peut fonctionner de façon innée. C'est le système immunitaire inné qui se met en place de façon rapide quand on se coupe, par exemple, ou quand on se fait une blessure. Tout de suite, il y a les petites cellules immunitaires spécialisées qui arrivent pour provoquer une inflammation
qui est complètement fonctionnelle et donc la partie blessée par exemple se met à gonfler ou voilà, il y a tout un processus après de coagulation du sang et tout ça, mais c'est un processus d'inflammation qui est tout à fait normal et qui est créé par les cellules immunitaires spécialisées qui sont là en première ligne pour nous défendre contre une agression externe aiguë. Ensuite, il y a le système immunitaire adaptatif qui répond dans un second temps, et ça c'est pour des attaques du système immunitaire un petit peu plus prolongées dans le temps. Et en fait, on a aussi dans nos muqueuses des systèmes, une partie du système immunitaire qui nous défend. Et la peau aussi, la peau fait partie du système immunitaire parce que c'est une barrière contre des agressions extérieures potentielles. Et donc les maladies auto-immunes, elles apparaissent quand, si tu veux, le système immunitaire, pour X raisons, donc c'est multifactoriel, il y a plein de raisons à ça, le système immunitaire perd sa fonction d'origine et les cellules immunitaires, au lieu de nous protéger contre des agents, des attaques externes, en fait, ils s'attaquent à des tissus ou à des organes internes. Donc, le système immunitaire devient complètement fou, il est complètement détraqué. Et les cellules immunitaires s'attaquent à, ça peut être aussi bien des organes spécifiquement, comme dans le cas de la thyroïdite de Hashimoto, les auto-anticorps détruisent progressivement la glande thyroïde. Ensuite, il y a d'autres maladies qui attaquent des organes, comme la gastrite auto-immune. Et il y a des affections aussi dermatologiques, comme le vitiligo ou le psoriasis. Après, il y a des maladies qui sont plus des maladies auto-immunes qui sont plus systémiques, comme le lupus, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde. Ça, c'est des troubles du système neurologique ou articulaire dans le cas de l'arthrite rhumatoïde. Et donc voilà, tout le système immunitaire, au lieu de nous défendre contre des agents externes, il se retourne contre nous, aussi bien des organes, des tissus ou de façon systémique, comme le lupus aussi, c'est une maladie auto-immune systémique. On a aussi le diabète de type 1, qui est un défaut de production de l'insuline par les cellules bêta du pancréas. Donc voilà, il y a énormément de maladies auto-immunes qui sont compliquées à gérer. Oui, on voit bien que là, tu nous as cité des pathologies liées à la peau, tu nous as parlé des pathologies liées au système nerveux, liées au système digestif, donc on voit que c'est assez large et que tous les types du corps, enfin tous les endroits du corps peuvent être touchés, et puis elles sont chroniques, ces maladies. Alors c'est vrai que c'est compliqué à gérer au quotidien. Voilà, il y a ce côté chronique vraiment qui est un peu pesant. Donc bon, on voit bien les différents types là que tu nous as partagés. Quelles sont les causes en fait de ces maladies auto-immunes? Comment arrivent-elles? Voilà. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, les causes du déclenchement des maladies auto-immunes sont multiples. C'est multifactoriel. Oui. Il y a déjà, dans un premier temps, une prédisposition génétique. Il y a, dans certaines familles, il y a des maladies auto-immunes qui se baladent. Et puis bon, voilà, ma tante a des problèmes de thyroïde, ou alors on a des problèmes de diabète de type 1 dans la famille. Et ça, c'est une prédisposition génétique. Ce qui ne veut pas dire qu'on va déclencher une maladie auto-immune. Mais c'est vrai que quand il y a une maladie auto-immune qui est présente dans une famille, il y a plus de probabilité que ça arrive à une autre personne. Après, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des facteurs génétiques et héréditaires. C'est lié, si tu veux, à notre mode de vie, au mode de vie aussi de nos sociétés industrielles, avec, comme tu sais bien, comme tout le monde le sait, beaucoup d'exposition à des toxiques, à des pesticides, à des contaminants. Et si on est fumeur, par exemple, si on boit de l'alcool, si on a une alimentation déséquilibrée, si on a une vie sédentaire,
c'est plein de facteurs de risque, si tu veux, qui s'accumulent, qui peuvent provoquer l'apparition, le déclenchement des maladies auto-immunes. Il y a aussi l'apparition de gros stress, de traumatisme aussi bien émotionnel que physique. Une maladie auto-immune peut se déclencher après un accident, après un accouchement, comme ça a été mon cas, en tout cas empiré. Il y a beaucoup de changements lors des grossesses et surtout des accouchements. Après les accouchements, c'est très fréquent que des femmes se retrouvent avec une poussée auto-immune, avec tout le changement hormonal que ça peut représenter. Donc l'apparition des maladies auto-immunes est multifactorielle et on ne pourra jamais savoir en fait la véritable cause s'il y en a une seule de l'arrivée des maladies auto-immunes. C'est multifactoriel. Et l'intéressant, en fait, une fois qu'on sait qu'on a une maladie auto-immune, c'est comment on va la gérer. Mais connaître la cause, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. D'accord. On a quand même une idée parce que tu nous as partagé des différentes pistes et voilà ce qui peut en tout cas provoquer ces maladies. Alors tu disais c'est compliqué de les trouver. Et alors comment est-ce qu'on peut savoir si on a une maladie auto-immune ou pas, ou si c'est autre chose? Comment est-ce qu'on les diagnostique ces maladies auto-immunes? Mais c'est compliqué justement, Mathilde, parce que il y a à peu près 80 maladies auto-immunes qui sont répertoriées. Donc tu vois, c'est énorme. Et chaque maladie auto-immune a des symptômes différents. Souvent, ça peut être des maladies rares. Il y en a qui sont très très communes, comme celles que j'ai citées. La maladie cœliaque aussi. Bon, les plus fréquentes, c'est la thyroïdite de Hashimoto. Il y a l'hyperthyroïdie de Graves aussi. Et c'est des maladies assez communes, mais après, il y a tout un tas de maladies auto-immunes qui sont assez méconnues. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que une fois qu'une personne a son système immunitaire complètement détraqué et que le système d'auto-immunité est mis en place avec une maladie auto-immune, c'est plus facile, on a plus de prédisposition à attraper une autre ou plusieurs autres maladies auto-immunes. Donc, au bout d'un moment, c'est fréquent qu'une personne se retrouve avec 2, 3 ou 4 maladies auto-immunes. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer parce qu'elles ont toutes des symptômes complètement différents. Tu vois, ça peut être des troubles au niveau de la peau, comme le psoriasis, avec des grosses plaques sur la peau. Ça peut être des éruptions cutanées, des problèmes articulaires, des problèmes neurologiques qui empêchent la mobilité, le mouvement. Ça peut être pas mal de problèmes mentaux aussi. On connaît bien la relation entre le système immunitaire et le cerveau, et plus particulièrement l'intestin et le cerveau. C'est un domaine d'études passionnant. Et voilà, alors le diagnostic des maladies auto-immunes, c'est compliqué, comme je t'ai dit. On a des symptômes parfois non spécifiques. On peut... parfois, ça se déclenche de façon brutale, donc on se retrouve immobilisé et on ne peut plus marcher du jour au lendemain. Et là, évidemment, on est conduit aux urgences. C'est arrivé à une amie. Et tout de suite, à l'hôpital, on se fait diagnostiquer une maladie auto-immune des articulations dans le cas de mon amie. Mais parfois, on peut être en errance médicale pendant des années. Je crois que la moyenne, c'est je crois, 8 ou 10 ans d'errance médicale avant d'obtenir un diagnostic de maladie auto-immune, parce que les symptômes ne sont pas spécifiques. Souvent, les symptômes peuvent être de la dépression, de l'insomnie, une prise de poids, une perte de poids, des difficultés cognitives. Et donc, souvent, on est mis dans la catégorie un peu dépression, fatigue chronique, fibromyalgie, et c'est pas des vrais diagnostics, si tu veux. C'est des diagnostics qui ont leur réalité, mais on n'arrive pas au diagnostic réel de la maladie auto-immune. Donc, il faut se bagarrer en tant que patient. Il faut aller sonner à plein de portes, plein de cabinets de médecins. Si on n'est pas convaincu, on change de médecin, parce que c'est nous les clients, et on a besoin d'avoir des solutions pour notre santé. Et au bout de X années d'errance médicale, on va enfin trouver le bon professionnel de santé qui va nous diagnostiquer. Et pour ça, souvent les diagnostics, ils sont pas hyper compliqués à réaliser, mais il faut que le médecin
pense à doser les diagnostics de maladies auto-immunes sont réalisés la plupart du temps en dosant les auto-anticorps de certaines maladies. Le médecin est guidé par la symptomatologie des patients. Et bon, c'est à lui de faire son travail et d'étudier les symptômes, d'étudier un bilan sanguin approfondi pour détecter une activité auto-immune chez la personne et effectuer un bon ou plusieurs bons diagnostics. Oui, oui. Il faut pas lâcher, c'est ce que tu nous dis, vraiment. Parce que les symptômes que tu nous parles de 8-10 ans, où on peut avoir ces symptômes-là, qui sont bien présents, mais peut-être un peu flous, parce que des symptômes plus ou moins classiques, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais de la fatigue, une prise de poids, une perte de poids, des douleurs articulaires, c'est des choses qui sont assez fréquentes. Et c'est en ce sens-là où, voilà, c'est ce que tu nous dis, de rien lâcher, de se faire confiance, de faire confiance dans son corps, s'écouter, pour voilà aller détricoter et puis voilà expliquer que oui on a quelque chose et que voilà c'est important que le professionnel de santé nous aide à le trouver. Quelle est la prévalence des maladies auto-immunes dans le monde? Alors ça c'est une grande question et on peut dire que pour déterminer un chiffre, une quantité globale de personnes atteintes de maladies auto-immunes dans le monde, les chiffres diffèrent, comme on dit, selon la police ou selon les organisateurs, si tu veux. Alors, c'est pas facile de réaliser des études épidémiologiques sur la prévalence des maladies auto-immunes dans le monde, mais on peut estimer la prévalence des maladies auto-immunes entre 4% pour des statistiques plus conservatrices, jusqu'à pratiquement 20%. Il y a des auteurs qui sont persuadés qu'il y a environ 20% de la population qui sont atteintes de maladies auto-immunes. C'est énorme, mais c'est vrai quand on fait un petit sondage autour de soi, je sais pas si c'est ton cas, enfin tu m'avais parlé dans ta famille, par exemple, ta maman a des problèmes au niveau de la thyroïde aussi. Et ça arrive en fait quand on dit ah ben ouais en fait on pense à telle personne qui a des attaques de psoriasis, telle personne qui a des problèmes de thyroïde et parfois des problèmes d'hypothyroïdie. On ne sait pas si c'est un problème d'auto-immunité parce que notre médecin n'a pas forcément pensé à faire un dosage d'auto-anticorps antithyroïdien. Donc, on va rester tout le temps dans le doute et du coup, on passe à côté d'un traitement, on passe à côté d'actions concrètes pour améliorer, pour déjà savoir qu'on a une maladie auto-immune et après pour effectuer des actions. Mais en général, ce qu'on a observé aussi, c'est que au niveau mondial, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de personnes atteintes de maladies auto-immunes dans la partie industrialisée du monde et en parallèle, beaucoup moins de maladies infectieuses, donc qui sont très bien traitées avec la médecine conventionnelle. Par contre, dans les pays moins industrialisés ou en développement, on a beaucoup plus de maladies infectieuses, toujours, et beaucoup moins de maladies auto-immunes. Donc, on peut se poser la question aussi, il y a une auteure, une médecin interniste espagnole d'origine finlandaise, qui s'appelle Sari Arponen. Elle a intitulé l'une de ses conférences sur Internet « L'auto-immunité, le pH de la vie moderne ». Et on peut se poser des questions justement par rapport à notre société, à nos sociétés très industrialisées, très polluées, l'alimentation très polluée, un style de vie sédentaire. Est-ce que ça peut ou pas contribuer à l'augmentation de la prévalence des maladies auto-immunes dans nos mondes industrialisés? Après, il y a une différence aussi selon les sexes. On a vu que plus de femmes sont concernées par les maladies auto-immunes que les hommes. Je crois qu'il y a à peu près en moyenne 75% de femmes qui sont atteintes de maladies auto-immunes par rapport à 25% d'hommes. Après, je crois que dans la maladie de Crohn, les maladies auto-immunes du système digestif, il y a un petit peu plus d'hommes, mais dans le cas de la thyroïdite de Hashimoto, par exemple, il y a clairement beaucoup plus de femmes qui sont concernées. Et selon l'âge aussi... Pardon. Ouais. Vas-y. C'est hyper intéressant ce que tu disais parce que c'est vrai que très régulièrement, l'examen, l'analyse assez classique qui est faite pour la thyroïde, enfin pour la thyroïde, hein, on va pas ni Hashimoto, on n'est même pas de manière classique à ce niveau-là de détail, c'est la TSH qui est simplement demandée. Déjà de tester la T3 ou la T4, c'est généralement une demande à faire à son médecin. Et toi, tu nous parlais là à l'instant même d'anticorps pour tester si c'est maladie auto-immune ou pas. Voilà. Et comme tu nous le disais, généralement, on est sur une maladie auto-immune. Mais ça c'est une information qui
qui est très importante. Tu peux nous redire peut-être les anticorps à tester parce que je pense que ça peut intéresser des parmi nous. Donc il faut demander un dosage d'auto-anticorps parce que c'est les auto-anticorps, c'est les anticorps qui s'attaquent à la propre personne, à la propre glande thyroïde en l'occurrence. Donc il faut demander les auto-anticorps anti-TPO qui est la thyroperoxydase et anti-TG qui est la thyroglobuline. Donc c'est des antigènes voilà qui concernent s'ils sont détectés positifs, c'est sûr qu'on a un processus auto-immune de Hashimoto. Et si c'est le contraire, si c'est des anticorps anti-thyroïdiens, c'est la maladie de Graves. D'accord. Bon, mais c'est très intéressant ça, comme information. Alors, on fait ces tests-là, pas que forcément sur la thyroïde, mais de manière générale, et on se rend compte que, effectivement, on a une maladie auto-immune. Comment est-ce qu'à partir de là, on peut agir dessus comment est-ce qu'on peut avoir une action en fait dessus? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Notre médecin, typiquement, il va nous dire, si c'est le cas d'une thyroïdite de Hashimoto, il va nous dire, écoutez, prenez votre traitement et c'est tout. Donc, ce qui est déjà très bien parce que les hormones thyroïdiennes de synthèse fonctionnent très bien, la lévothyroxine en l'occurrence, ça fonctionne très bien. Mais si on est en traitement de lévothyroxine depuis des années et qu'on a toujours des symptômes, c'est là où on se dit je vais peut-être faire quelque chose par moi-même. Et c'est sûr que notre médecin, typiquement, il va pas nous dire oui, vous pouvez faire plein de choses au niveau de l'alimentation, du mode de vie. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là, nous, les nutritionnistes, pour apporter d'autres solutions à part le traitement. Évidemment, il faut jamais lâcher son traitement médicamenteux. Ce serait vraiment stupide de le faire. Mais on peut accompagner notre traitement par plein d'actions au niveau de l'alimentation et du mode de vie qui vont nous aider grandement à surmonter pas mal d'obstacles. D'accord. Tout à l'heure, tu nous parlais du microbiote, du système digestif, mais tu es vraiment resté un petit moment sur le microbiote, l'importance du microbiote. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le lien qu'il peut y avoir entre et le système digestif et les maladies auto-immunes? Alors, il y a des liens très intéressants qui existent, qui ont été soulignés entre le système digestif et le système immunitaire et même le système neurologique, puisque tout est lié. Donc, les maladies auto-immunes sont très liées. C'est un point commun qu'on retrouve systématiquement avec des personnes qui ont des maladies auto-immunes. C'est une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un système digestif qui est altéré par, encore une fois, des causes multifactorielles, donc plusieurs causes. On a aussi une situation d'inflammation chronique de bas grade, c'est-à-dire c'est pas une inflammation aiguë comme on a vu tout à l'heure quand on se blesse, quand on se brûle, quand on se coupe, on a toutes les petites cellules immunitaires qui se précipitent. Mais là, dans les cas des maladies auto-immunes, on a une inflammation chronique à bas bruit, qui est une inflammation qui nous vient depuis des années parce que on a mangé des aliments pas hyper sains pendant une grande partie de notre vie. On a été plutôt sédentaire, on n'a pas fait trop de sport, peut-être qu'on a fumé, peut-être qu'on a bu un peu d'alcool. Et voilà, un style de vie. Peut-être qu'on a été exposé à des polluants, à des toxines, à des peintures, que sais-je. Dans l'alimentation aussi des aliments avec des pesticides et tout ça. Donc il y a aussi dans le phénomène de l'auto-immunité un phénomène qui s'appelle molecular mimicry. C'est un système de ressemblance moléculaire de certaines protéines. Par exemple, si moi j'ai une atteinte auto-immune de la thyroïde, il y a certaines protéines de certains aliments, par exemple comme les protéines qui se trouvent dans le gluten, dans les produits avec du gluten, qui ressemblent à certaines protéines de la thyroïde. Et du coup, quand je consomme des produits avec du gluten, mes cellules immunitaires disent oui, comme les cellules auto-immunitaires qui sont programmées pour détruire ma thyroïde,
vont trouver ces petites molécules de gluten dans mon corps et vont se dire, ah mais ça ressemble terriblement aux protéines que je suis programmée pour détruire, puisque certaines protéines du gluten sont similaires aux protéines de la thyroïde. Du coup, voilà, le système immunitaire confond un petit peu, comme il est déjà détraqué à la base. Et c'est lié aussi à ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, oui. Qui fait que, en fait, dans notre intestin, on a toutes nos petites cellules qui constituent les parois intestinales, voilà, qui sont normalement elles sont bien serrées. Et puis avec ce qu'on appelle les tight junctions, c'est les jonctions, les liens serrés. Les jonctions serrées. Ouais. Voilà, les jonctions serrées. Parfois les mots en français me manquent un petit peu. Oui. Et voilà, et il y a certains processus qui font que ces liens se relâchent un petit peu. Et on a un chercheur assez fascinant qui est d'origine italienne, qui s'appelle Alessio Fasano. Il a fait beaucoup de recherches sur le gluten et il a découvert une molécule qui s'appelle la zonuline qui participe à l'ouverture en fait de cette paroi intestinale, qui fait que on digère pas bien les aliments et finalement la paroi digestive devient comme une grosse passoire avec des gros trous et du coup on digère mal les aliments et il y a des petits morceaux, des petites particules d'aliments qui se baladent dans le flux sanguin et dans tout l'organisme et qui participent encore plus à l'inflammation chronique et à l'aggravation des symptômes des maladies auto-immunes. Oui. Oui, donc là, on comprend bien quand même le lien de ce que tu nous dis avec ce point très fort du système digestif. Automatiquement, on peut comprendre que le lien entre ce qu'on va mettre dans notre système digestif, donc l'alimentation qu'on peut avoir ou la nutrition, sont vraiment ont un impact fort et sont très liés avec les maladies auto-immunes. C'est hyper lié. Après, si on rentre un peu plus en détail dans l'alimentation, souvent les personnes qui vivent dans un pays industrialisé, on a beaucoup d'aliments ultra transformés qui sont disponibles et puis souvent on n'a pas le temps de cuisiner et puis on est speed et puis on va vite acheter des plats tout préparés. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est pas grave, on est pressé, il faut qu'on donne à manger à notre famille et du coup voilà, on mange des aliments qui sont pas hyper riches en vitamines, en minéraux et du coup on a une alimentation qui est carencée dans les principales vitamines et minéraux et souvent on se retrouve en anémie de fer, vitamine D, c'est un grand classique. On est pratiquement tous carencés en vitamine D, qui est hyper importante pour le système immunitaire. Il y a des centaines et des centaines d'études scientifiques qui mettent en lien la vitamine D, le système immunitaire. Après, il y a toute l'histoire des oméga 3, oméga 6, la balance entre les oméga 3 et les oméga 6. En général, on a tendance à consommer plus de produits avec des oméga 6 parce que c'est des graisses transformées et tout ça. Et les oméga 3, oui, ça se trouve dans le poisson et principalement. Et on n'en mange pas forcément assez, etc. Il y a pas mal de personnes qui sont allergiques aussi. On a une liste de 14 allergènes dans l'alimentation, que ce soit le gluten, les produits laitiers, les œufs, les fruits à coque, certains poissons ou fruits de mer, la moutarde aussi. Et donc il y a de plus en plus de prévalence aussi d'allergie ou de sensibilité à des aliments qui contribuent encore une fois à l'inflammation chronique à bas bruit. Et ensuite on consomme pas mal d'aliments qui ont des antinutriments, des toxines. Il y a des aliments qui empêchent l'absorption de minéraux comme le fer. Il y a d'autres aliments qui augmentent l'absorption des vitamines et des minéraux, mais on les connaît pas forcément. Et du coup, on finit avec une alimentation déséquilibrée et qui n'a pas la densité nutritionnelle suffisante. La densité nutritionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire la proportion de vitamines, minéraux et oligo-éléments dans un aliment. Donc, ça veut dire par comparaison avec les calories vides qu'on connaît de l'alimentation ultra transformée,
Là, dans l'alimentation à forte densité nutritionnelle, on parle d'aliments qui nous apportent plein de vitamines, plein de minéraux. C'est un boost de vitamines et de minéraux pour justement éviter les carences en vitamines et minéraux qui sont très sensibles aussi au processus d'auto-immunité. Donc, c'est ce que tu nous conseilles, une alimentation un petit peu riche dans ce que tu viens de nous partager, lorsqu'on est atteint de maladies auto-immunes. Il y a une alimentation quand même spécifique à essayer de mettre en place. Oui, déjà, toutes les personnes devraient faire attention à leur alimentation et à leur style de vie pour simplement par prévention et pour se sentir bien. Et les personnes qui ont une maladie ou plusieurs maladies auto-immunes devraient faire encore plus attention à leur alimentation pour freiner un petit peu l'avancée, la progression des maladies auto-immunes, parce qu'on perd quand même de la qualité de vie, on perd de l'espérance de vie, on a beaucoup de symptômes. Et curieusement ou pas curieusement, parce que c'est quand même de plus en plus démontré par la science, l'alimentation peut jouer un rôle extrêmement important et favorable dans la gestion des symptômes. On ne va pas dire qu'une alimentation anti-inflammatoire va guérir les maladies auto-immunes, parce que comme on a dit au départ, les maladies auto-immunes sont chroniques et donc il n'y a pas de guérison possible, mais on peut toujours améliorer les symptômes, améliorer sa qualité de vie, son espérance de vie. Et certaines personnes arrivent à la rémission quand ils ont réussi à rendre négatifs les taux d'auto-anticorps. Donc ça arrive souvent quand on est en début de processus d'auto-immunité. Quand ça fait plusieurs années qu'on est déjà dans le processus, c'est plus compliqué. Mais tout ce qu'on peut faire au niveau nutrition et mode de vie sera hyper intéressant pour améliorer la perméabilité intestinale, pour réduire l'inflammation chronique, et pour faire le plein de toutes les vitamines et les minéraux dont on a besoin pour assurer une santé durable. Ouais, mais oui, mais c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Pour avoir vraiment rentré, alors c'est déjà concret ce que tu nous as dit, mais pour vraiment avoir des exemples, je me mets à la place de peut-être des personnes qui sont parmi nous aujourd'hui et qui vont nous écouter avec ces dossiers et qui sont dans ce cas-là. Concrètement, qu'est-ce que tu conseilles comme aliment favorable pour les maladies auto-immunes, des aliments anti-inflammatoires voilà, qu'est-ce que tu conseillerais pour eux? Alors moi, je me base sur un exemple d'un protocole qui a été créé spécifiquement dans les années 2010 par une spécialiste, une scientifique canadienne qui vit aux États-Unis qui s'appelle Sarah Ballantyne. Elle a fait beaucoup de recherches justement pour élaborer un protocole nutritionnel et de mode de vie. C'est adressé spécifiquement aux personnes avec des maladies auto-immunes. Elle-même, elle a, je crois, 5 ou 6 maladies auto-immunes. Elle était arrivée quand même à un degré de souffrance assez terrible. Et comme elle est complètement à fond dans le monde scientifique, elle a consacré et elle se consacre toujours à faire énormément de recherches scientifiques pour ajuster le meilleur type d'alimentation et de mode de vie possible pour les personnes avec des maladies auto-immunes. Donc très concrètement, on va surtout favoriser des végétaux, des légumes, surtout des légumes verts. Après, on a les tubercules, les légumes racines comme la carotte, par exemple, la courge, j'ai des mots qui m'arrivent en espagnol, les courgettes. On va essayer de traduire pour les bilingues potentiellement entre nous. Calabacine. Et l'aubergine. Non, ouais. Non, calabacine, c'est courgette, ouais. Ah, l'aubergine, c'est berenjena. Les aubergines, justement, ça rentre pas dans le protocole. Tu fais bien d'en parler. Bah voilà, j'ai bien fait de me tromper. Voilà. Parce que ça fait partie de la famille des solanacées. C'est un grand mot encore pour expliquer qu'il y a toute une série de légumes qui se retrouvent dans cette catégorie qui s'appelle solanacées ou nightshades en anglais. Qui ont des propriétés un petit peu toxiques pour l'organisme, qui contiennent des antinutriments qui empêchent justement de bien fixer le fer et d'autres minéraux. Donc on va écarter les solanacées qui comprennent les pommes de terre, les piments, les poivrons, les piments, comment ça s'appelle, les tomates, et je sais pas si tu en connais d'autres, les aubergines comme on vient de dire. Ouais, les poivrons aussi, je crois.
Ouais, les poivrons, ouais. Ouais. Donc ça, les solanacées, on écarte dans un premier temps. En fait, c'est un protocole alimentaire d'exclusion et de réintroduction. Donc on va exclure de façon temporaire, en général c'est 6 semaines, certains aliments ou catégories d'aliments qu'on va réintroduire petit à petit, selon un D'accord. protocole bien précis aussi. Et donc les aliments à consommer de préférence, donc c'est toute cette famille de légumes. Ensuite, les fruits, pas trop, parce qu'on veut pas trop. On veut aussi, comment dire, gérer une bonne Limiter. glycémie. Voilà, Voilà, ouais. limiter les pics de glycémie. Donc, les fruits, ça va être un fruit par jour ou deux maximum, mais surtout des fruits avec une charge glycémique basse, comme des fruits rouges, par exemple. Ensuite, on a toute la famille des graisses, des bonnes graisses. On adore les bonnes graisses et elles ont assez mauvaise presse en ce moment, quoique ça commence avec le régime cétogène et tout Ouais. ça, les gens commencent à bien apprécier à nouveau les bonnes graisses. Donc, huile d'olive, huile de coco. Il faut pas avoir peur des graisses saturées comme le ghee, par exemple. Et puis toutes les graisses qu'on peut trouver dans les viandes grasses, les poissons gras, ça c'est top. Euh, et il faut pas avoir peur du gras, du bon gras, comme tu dis, Ouais. comme on dit, et plutôt avoir peur du sucre. En fait, c'est plutôt le sucre dont il faut se méfier. Donc voilà, les bonnes graisses, parce que les graisses jouent un rôle extrêmement important dans tout euh, la production d'hormones. Il y a plein d'hormones qui sont constituées de cholestérol. Donc le cholestérol, c'est cool, donc on peut manger des œufs tous les jours, il n'y a aucun problème. Ensuite, les graisses participent à la formation des membranes cellulaires, mais aussi de toutes nos petites cellules. Et toutes nos petites cellules, elles sont recouvertes de graisse, donc il faut en consommer. Et la santé cérébrale aussi, le cerveau est fait en grande partie de graisse, donc il faut bien l'alimenter avec des bonnes graisses. Donc les graisses, ouais, j'adore les graisses. Et les protéines, il faut pas les oublier non plus parce qu'elles sont constitutives aussi des matériaux de construction de l'organisme, notamment la masse musculaire, et aussi elle rentre en jeu dans plein d'enzymes de l'organisme. Mhm. Et aussi, elle participe au système immunitaire. Il y a plein de cellules immunitaires qui sont basées sur des protéines. Donc, mangeons des protéines à tous les repas, si possible 3 fois par jour. Il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi, qui sont un petit peu anti-protéines, mais c'est pas grave. Non, Les mais ça peut protéines, être protéines animales ou végétales en plus. Il peut y avoir un mix, c'est protéines de manière générale dont tu parles. voilà. Voilà. Après, les protéines animales, elles sont quand même un petit peu plus biodisponibles que les protéines végétales, mais bon, faut faire un petit mix. Et Ouais. surtout pour les personnes avec des maladies auto-immunes, les protéines c'est quand même hyper important et que ce soit voilà et surtout des protéines de bonne qualité Oui. avec des produits bio de préférence, locaux, de proximité, etc. Euh, mais il vaut mieux quand même si on n'a pas les moyens de se payer de la viande bio ou du saumon sauvage par exemple, il faut quand même en prendre. Si on peut se payer des aliments bio de temps en temps, on le fait. Mmh. Mais il faut pas tomber dans ouais, je retombe dans l'alimentation hyper transformée parce que Oui. ça coûte moins cher. Et il vaut mieux acheter des légumes conventionnels et des légumes bio de temps en temps, mais voilà, pas retomber en arrière Oui. et acheter plus de produits industriels. Oui. Donc on a fait les glucides qui seront surtout à base de légumes, surtout les légumes verts qui ont plein de vitamines, des légumes de toutes les couleurs. Plus on aura de couleurs, plus on aura de polyphénols et d'antioxydants et tout ça. Donc varier les sortes de légumes. Les fruits, une petite poignée de fruits par jour, c'est très bien. Ensuite, les bonnes graisses, les protéines. On a tous les aliments fermentés aussi, lactofermentés, la Pour le choucroute microbiote. fraîche. Voilà, voilà, ça alimente le microbiote. Donc les prébiotiques, c'est tous les légumes verts qu'on vient de citer. Et après, tous les probiotiques avec les aliments lactofermentés, cornichons, olives, choucroute maison, tout ça, c'est bon pour notre microbiote. On a l'amidon résistant aussi, qu'on peut utiliser en mangeant des bananes vertes ou des bananes plantains, ou du riz qui a été cuit la veille et refroidi, et on mange ça le lendemain, hop, pour créer tout un petit changement chimique dans les molécules et nous donner de l'amidon résistant qui va alimenter les petits micro-organismes sympas de notre microbiote.
Donc, voilà, Et qui fait baisser la charge glycémique en plus, hein, je crois, de faire comme les pommes de terre, les faire refroidir. Et... Ouais. Alors, c'est intéressant voilà. la partie sur l'amidon résistant, tu vois, je pense que voilà, c'était important que tu en reparles et que tu le remettes en avant. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe, et c'est vrai que c'est important. C'est important parce que c'est des choses qu'on voit pas, mais quand tu connais la théorie et toute la transformation chimique et tout ça, et on transforme un aliment banal en fait en un espèce de super médicament pour notre microbiote, et donc tout ce qui est bon pour notre microbiote est bon pour gérer notre maladie auto-immune, donc c'est cool. Et en boisson, on va pas chercher trop de complications non plus. On va boire de l'eau, on peut boire des infusions. Le thé et le café, on limite parce que il y a certaines personnes qui sont plus sensibles aussi à la caféine. Donc voilà, c'est des aliments très simples, faciles à cuisiner, faciles à acheter et disponibles en toute saison. On mange selon les saisons aussi. Ça, c'est vraiment les aliments qu'il faut privilégier au quotidien. D'accord. Bon, mais on a déjà une très belle liste que tu nous as proposée là. Donc, si on prend ce qu'il faut manger, est-ce qu'il y a vraiment des points sur lesquels, au contraire, des aliments qu'il faut vraiment mettre de côté, peut-être réintégrer tout doucement? Alors, tu nous as parlé des solanacées. Donc, eux, voilà, on les enlève, on les élimine dans un premier temps, puis on peut les réintégrer au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres catégories de produits comme ça, d'aliments, que tu nous conseillerais d'enlever totalement ou peut-être de remettre au fur et à mesure? Alors ça dépend un petit peu de chacun, de la sensibilité de chacun. Et c'est pour ça que c'est un protocole qui est complètement personnalisé, comme on m'a dit au début. Il y a une base, si tu veux. Il y a certaines substances, comme par exemple le sucre ou les aliments raffinés, ultra transformés, qu'on va essayer d'écarter de façon pour toujours, pratiquement, ou consommer de façon très très ponctuelle. On peut manger un petit bout de gâteau d'anniversaire de temps en temps, ou lors d'une fête, boire un petit verre de vin, c'est pas grave, mais essayer quand même d'éviter le gluten aussi. C'est compliqué par rapport à tout ce qu'on a dit avant sur l'hyperperméabilité intestinale. Il convient quand même de se faire tester avant d'arrêter le gluten pour voir si on n'a pas la maladie cœliaque, auquel cas on passerait à côté d'un diagnostic et c'est embêtant. Donc on va essayer d'éviter gluten. Produits laitiers, ça peut avoir des implications inflammatoires dans le système immunitaire, donc on va éviter dans un premier temps. Tout ce qui est légumineuses, fruits secs et graines, noix et tout ça, et graines, c'est un peu irritant aussi pour le système digestif. Ça peut provoquer certaines réactions inflammatoires. Donc on va les écarter dans un premier temps aussi. Les œufs aussi, il y a certaines personnes qui sont intolérants ou qui peuvent avoir des petites une mauvaise digestion en consommant des œufs. Mais en général, c'est un aliment hyper intéressant. Le soja qui peut avoir une action sur les estrogènes aussi, il vaut mieux éviter dans un premier temps. Et puis voilà, tout ce qui est aliments ultra transformés, on oublie, ou en tout cas, on prend le minimum. Après, il y a moyen, si on se dit, j'ai absolument besoin de manger une pizza tous les vendredis soirs en regardant la télé avec ma famille. Mais il y a plein de recettes de pizza alternatives. On peut faire une pizza sur une base de chou-fleur, sur une base de poulet, même sur une base de farine de manioc, qui est acceptée dans le protocole. Il y a plein de recettes, il y a plein de livres de recettes, donc on peut toujours se débrouiller. Il faut juste être un peu créatif et sortir de sa zone de confort. Ouais. Et souvent, la contrainte rend plus créatif, finalement. Pour se faire plaisir, on va aller chercher d'autres choses. Et puis, une fois qu'on a essayé et qu'on sent qu'il y a un soulagement des symptômes, moins de douleur, une meilleure fatigue, enfin une meilleure vitalité, moins de fatigue. Voilà, après, et qu'on a compris le sens, comme tu nous l'as expliqué là. Voilà, c'est des choses qui viennent assez naturellement et on a envie, en fait. J'imagine qu'on n'a pas envie de retomber après dans l'alimentation. La réduction des symptômes, c'est notre meilleure motivation, quoi. Et quand on a compris un petit peu le fonctionnement de tous ces systèmes de l'organisme et comment ça fonctionne et tout ça, on se dit, en fait, c'est logique. Et j'ai juste envie de me sentir mieux et d'être pleine d'énergie et de pas avoir cette barre dans la tête ou ce brouillard mental. Et j'ai envie d'être à fond, quoi.
Mais Et du oui. coup, ouais, si je peux trouver des recettes adaptées et qui soient anti-inflammatoires, pourquoi pas? Il y a plein de recettes. Il y a des desserts avec du lait de coco, du citron. Graines de chia, c'est C'est bien pour les maladies bah, auto-immunes? les graines de chia, elles sont pas intégrées, si tu veux, dans le protocole, D'accord. dans la phase d'élimination, parce que c'est des graines, et donc les graines, en fait, elles sont pas faites pour être mangées, elles sont faites pour être dispersées par-ci par-là pour se reproduire, tu vois, à l'origine. Donc Très on bien. suit toujours un modèle évolutif, donc les graines, elles sont pas faites pour être consommées par les humains, parce que elles provoquent certains petits troubles, elles sont difficiles à digérer en fait, et elles ont souvent des mécanismes, des toxines. Je sais pas si tu connais un livre qui s'appelle The Plant Paradox par Stephen Gundry. Il a été publié aux États-Unis il y a une petite dizaine d'années. Et il parle du paradoxe des plantes, en fait, qui sont hyper bonnes pour la santé, mais qui ont quand même des mécanismes de production de toxines pour éviter qu'on les mange, quoi. D'accord. Nous, on Mais c'est n'aimerait pas très qu'on mange intéressant. nos enfants, donc Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est très intéressant parce que souvent en France, dans les enfin, l'alimentation ou les régimes, je sais pas si on peut dire ça, mais anti-inflammatoires, les graines de chia, c'est pour ça que je t'en parlais, sont souvent ouais. citées. Donc c'est intéressant, tu vois, d'avoir ton retour de spécialiste, voilà, en mettant en avant que, bah, pas forcément, pas dans un premier temps en tout cas. Ça ne veut pas dire que les graines de chia soient pas un aliment qui soit intéressant au niveau de la santé. Mais par exemple, pour les oméga 3, on parle toujours des oméga 3 et c'est vrai que c'est la mode de manger plein de petites graines et tout ça. Mais toutes ces petites graines, les graines de chia, les graines de lin, ok, elles ont des oméga 3, mais pas autant que si tu manges un bon filet de saumon, saumon sauvage si c'est possible. Et toutes Mmh. ces petites graines, à la fin, elles ont un effet quand même assez abrasif sur la paroi de l'intestin. Quand on a un système digestif un petit peu sensibilisé, il faut éviter dans un premier temps. On peut les réintroduire après cette période d'élimination de 6 semaines ou le temps qu'on veut ou qu'on peut, quoi. D'accord. Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Bah, merci beaucoup pour toute cette partie vraiment nutrition que tu as mis en avant par rapport aux maladies auto-immunes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place en complément en fait de la nutrition dans le mode de vie, l'hygiène de vie au sens large? Mhm. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que moi, je suis nutritionniste, mais pas seulement. Et je pense que même si on a une alimentation qui est hyper optimisée, si on a une vie sédentaire, c'est mort, quoi. On peut pas être en bonne santé si on est sédentaire. On peut pas être en bonne santé si on est hyper stressé. Euh, Parce que tous ces stress chroniques, ça impacte aussi l'état inflammatoire du corps. Et du coup, il y a énormément d'études qui ont été effectuées sur le rôle de l'activité physique, par exemple, sur la réduction des symptômes, l'amélioration du système parasympathique, qui est très sympathique justement comme système, parce que c'est le système de la détente. Et voilà. Donc c'est hyper important de pratiquer une activité physique régulière. Mais ça, je suis pas la première personne à le dire, mais il faut vraiment le faire. C'est vraiment hyper important pour la régulation du système immunitaire, pour le bien-être. Donc voilà, on pratique un sport ou une activité physique qui nous plaît. On sort danser, on joue de la musique, on se promène en forêt. Le contact avec la nature, c'est hyper important, ou au bord de la mer. On établit des relations sociales de qualité, on essaie de voir des gens, de lutter contre la solitude aussi, parce que ça apporte beaucoup de stress, la solitude. On règle ses problèmes émotionnels, on gère ses problèmes au boulot, on règle ses problèmes de famille. Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années en espagnol par l'un des directeurs du master que j'ai fait en psychoneuroimmunologie. Oui, c'est long. Et ce livre s'intitule Si tu veux pas prendre de médicaments, prends des décisions. Et il y a une partie hyper importante Ah, qui est prendre des ouais. décisions courageuses. Prends des décisions courageuses. Si tu t'emmerdes dans ton boulot, si tu te disputes tous les jours avec ton mari, si tu as un problème vraiment, ou si tu as des problèmes financiers qui pourraient avoir une solution en faisant telle ou telle action, si tu as besoin de déménager, prends les décisions nécessaires, parce que Mmh. toutes les choses que tu fais pas, toutes les décisions que tu prends pas par peur, etc., euh, ça augmente l'inflammation, ça augmente les symptômes. Donc, il n'y a pas que la nutrition, il y a aussi tout le côté psycho, justement, Mmh.
la psychoneuroimmunologie, il y a le P de psycho qui est règle tes problèmes psychologiques, tu fais une thérapie, tu règles tes problèmes existentiels, on va dire. Et si tu règles ça, toutes tes actions au niveau de l'alimentation auront des répercussions encore meilleures sur ta vie. Après, il y a les cycles ou les rythmes circadiens qui sont hyper intéressants. C'est simplement un rythme de vie basé sur la biologie évolutive, c'est-à-dire le matin on se réveille, il y a le cortisol qui monte, on est actif, on prend le soleil, on fait l'exercice, à jeun de préférence, et le soir on baisse les lumières, on réduit l'activité physique, on réduit le stress, on fait un peu de méditation, un peu de yoga, on se prépare à dormir, hop, il y a la mélatonine qui monte. Et donc, on est en bonne condition pour dormir. Il y a plein de symptômes dans les maladies auto-immunes qui provoquent de l'insomnie, de la nervosité, du stress. Donc, il faut y faire hyper attention à ce cycle circadien. Circadien, ça veut dire circadième, ça veut dire presque un jour. Donc, c'est des cycles qui sont sur presque 24 heures. Et c'est hyper intéressant aussi de contempler cet aspect-là. Donc, il n'y a pas que la nutrition dans ça, il y a aussi le mode de vie qui est hyper important. Adopter un rythme de vie sain, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Oui, et puis déjà parfois on veut ajouter des choses qui nous font du bien, et bien sûr ça compte. Hein. Mais c'est vrai que d'enlever déjà ce qui nous fait du mal, déjà c'est une bonne base pour démarrer, faire un premier pas en avant déjà dans le changement. Donc c'est intéressant. Et en fait, tout ça, toutes ces actions, ça demande du courage, ça demande d'être acteur de sa propre santé, aussi bien dans la nutrition que dans le mode de vie. Des fois, on est obligé d'aller à l'encontre de notre famille, de nos amis, et il faut être courageux et il faut être actif. Mais quand on est actif dans notre santé et qu'on voit que nos symptômes se sont nettement réduits et qu'on pète le feu, on se réveille en pleine forme tous les jours et on dort bien et on voit ses enfants grandir et on se dit ouais bon j'ai réussi pas mal de choses et c'est ça la vraie motivation. Donc il y a des sacrifices à faire, mais la récompense est tellement grande que ça vaut vraiment la peine. Mais oui. Oui, non, mais totalement. En tout cas, tu transmets bien et voilà, je suis sûre que les personnes qui peuvent souffrir de ces mots-là vont avoir envie d'essayer avec l'impulsion que tu partages là. Donc, du coup, ces conseils-là, toi, ils sont issus du protocole dont tu nous as parlé juste avant. Je crois que c'est le docteur Sarah Ballantyne, ce que tu me disais. Là, cette méthode, elle est appuyée par la science? Oui. Comme tu imagines ou comme tu sais, c'est hyper difficile de réaliser des essais cliniques randomisés, contrôlés en double aveugle et tout ça pour des protocoles d'alimentation, parce qu'il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Il faudrait qu'on surveille de très près des groupes de personnes qui seraient hospitalisées et qui mangeraient exactement tel ou tel aliment, et d'autres personnes qui seraient aussi hospitalisées qui mangeraient des aliments différents. Donc c'est hyper difficile dans tous les protocoles alimentaires de réaliser des études scientifiques pour démontrer telle ou telle théorie et donc mais il y a quand même trois essais cliniques qui ont été effectués sur le protocole pour les maladies auto-immunes. Il y en a une sur la thyroïdite de Hashimoto, justement sur la qualité de vie et les symptômes en général exprimés de façon subjective par des patients, et deux autres études sur les maladies intestinales inflammatoires avec des résultats positifs sur le protocole. Et il y a des centaines et des milliers de témoignages sur Internet, dans les groupes et tout ça, parce que bon, c'est bien de démontrer des théories par la science, mais c'est hyper important aussi d'écouter les témoignages des personnes, des vraies personnes comme toi et moi qui ont vécu des transformations dans leur vie. Et tout n'est pas démontrable scientifiquement, et encore moins dans le domaine de la nutrition, il y a tellement de variables à prendre en compte. Mais tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça nous sert, et peut-être que dans quelques années, ce sera encore mieux démontré par la science. Toi, ce protocole, tu l'as suivi? Oui, alors je l'ai suivi quand j'ai eu ces terribles problèmes de santé en 2014, et je l'ai suivi de façon très stricte pendant 9 mois. Bon, c'est un peu extrême parce que normalement on peut le suivre pendant
pendant 6 semaines, selon les symptômes. En général, le temps moyen, c'est 6 semaines pour faire un détox, si tu veux, de l'organisme et, et adopter cette alimentation anti-inflammatoire pour calmer un petit peu tous les processus d'inflammation. Donc, je l'ai suivi de façon stricte pendant 9 mois avec une nette réduction de mes symptômes. Et maintenant, je peux dire que quand je fais un peu moins attention, j'ai des symptômes qui reviennent, mais en général, 98% de mes symptômes ont disparu. Et depuis, j'ai fait plusieurs expérimentations. J'ai expérimenté avec le régime cétogène qui me plaît beaucoup aussi parce qu'on adore les graisses. Et parfois, je fais des petits défis, des petits challenges de régime cétogène que je combine avec l'alimentation auto-immune. Et en fait, ce protocole, il doit aboutir pour chaque personne à un mode d'alimentation personnalisé, en fait, en fonction des réintroductions qu'on a effectuées avec succès ou pas. Quand on réintroduit certains aliments, par exemple, je sais pas, les lentilles, on digère pas du tout les lentilles ou les pois chiches, du coup, on dit, bon, il faut s'écouter avant. Exactement. Tout. Ouais. On a les grandes bases, les grands principes que tu nous partages, et après voilà, chacun se l'approprie et s'individualise en soi. Ce protocole, est-ce qu'il faut arrêter bon, tu vas me dire, c'est une question peut-être un peu évidente, mais je pense que c'est important d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que il faut continuer son traitement en même temps qu'on démarre ce protocole? Oui, bien sûr, ça, on en a déjà parlé avant. Chaque maladie auto-immune est liée à un ou des traitements spécifiques, donc qui sont précisés par le médecin. Et il faut jamais arrêter son traitement. C'est du complément, ce protocole. Oui, c'est un complément. Par contre, si on suit vraiment bien tous ces conseils d'alimentation et de mode de vie anti-inflammatoire, naturellement, nos marqueurs biologiques vont s'améliorer et peut-être que notre médecin va nous dire finalement tes hormones ont bien remonté ou l'inflammation a été réduite, les marqueurs inflammatoires sont bien descendus, donc on va diminuer progressivement la dose de traitement, mais bon, ça dépend vraiment des patients. Donc il faut jamais arrêter son traitement, mais on va peut-être découvrir au fur et à mesure que cette alimentation anti-inflammatoire a de vrais résultats sur nos bilans sanguins, quoi. Ce qui permet, voilà, de peut-être à terme, et c'est ce qu'on cherche, j'imagine, enfin, c'est même pas j'imagine, c'est ce qu'on cherche, de diminuer le traitement, mais voilà, c'était bien d'avoir que tu le reposes très clairement. Voilà, c'est du complément et il faut continuer sur son traitement. Donc là, de ce que tu nous dis, la santé, elle est vraiment transversale. De l'alimentation le mot intégratif et holistique, finalement, avec ce que tu nous as partagé aujourd'hui dans ce dossier, il prend tout son sens. Oui, pour moi, la santé, c'est complètement global, intégratif, et je dirais même plus évolutif. Il y a toute cette partie qui est basée sur, justement, on regarde ce qu'ont fait nos ancêtres depuis des milliers et des milliers d'années, et on se dit que notre code génétique, il a pas changé. En fait, on a eu des améliorations génétiques au fil du temps pour mieux synthétiser, par exemple, la vitamine D ou le lactose, pour mieux assimiler le lactose. Donc, il y a quand même des adaptations génétiques qui se font selon les générations. Mais notre code génétique, il est à peu près pareil qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Donc, on n'a pas été programmé pour digérer des McDo et des donuts et du Coca-Cola. Donc, faisons confiance à notre évolution naturelle et mangeons des aliments qui sont le plus naturels possible. Et respectons un style de vie qui s'inspire aussi de nos ancêtres paléo qui couraient chasser le mammouth avant de prendre leur petit-déj et puis qui se faisaient un festin de mammouth ou de miel quand ils en trouvaient. Et après, ils avaient une période de jeûne et puis c'est pas grave si on mange pas 6 fois par jour, ce n'est pas grave. Oui, si on a une bonne base d'alimentation et si on écoute un peu, comme tu disais, on écoute son corps, on découvre un peu l'évolution. Et puis, on fait des actions au niveau de la nutrition, au niveau de nos styles de vie, au niveau de nos décisions quotidiennes, parce que toute la journée, on prend une multitude de décisions et toutes ces micro-décisions, elles vont faire qu'on va aller vers la santé, vers une bonne santé ou vers une mauvaise santé. Mais on a toujours, plus ou moins toujours, le choix de nos actions pour notre santé.
Écoute, Donc, c'est c'est une magnifique transversal, phrase effectivement. de conclusion là, de garder le choix, d'avoir le choix en tête et de Mhm. toujours voilà faire le choix, prendre la décision de choisir le meilleur pour nous en fait, pour soi. Et tu Ouais, nous as donné plein de clés aujourd'hui pour que on puisse en tout cas aller tirer cette pelote de laine, comme tu nous as dit au début de ce dossier, pour voilà trouver vraiment le protocole, la manière, le chemin qui nous correspondra le plus pour se sentir encore plus en énergie, encore plus en vitalité et avoir ces symptômes comme ça qui vont disparaître et, enfin, en tout cas, s'améliorer. Dans tous les cas, ouais, s'améliorer. Comme tu nous l'as c'est le dit, voilà, but. disparaître, c'est plus aléatoire et ça dépend vraiment de chaque personne. Mais en tout cas, Mhm. l'amélioration, elle sera forcément présente. Mhm. Si on suit bien toutes les étapes, ouais, il n'y a pas de raison. Exactement. Ben, merci beaucoup, Alice. Merci infiniment pour voilà pour la richesse de ces informations. On vous retrouve à tous dès la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un webinaire de questions-réponses. Donc voilà, je vous invite à noter toutes vos questions si vous voulez qu'Alice aille plus loin dans les informations et elle pourra y répondre en direct mercredi prochain. Merci à toi, Alice. Belle semaine à Merci tous Mathilde. Merci et au plaisir de beaucoup. vous retrouver.